On était en train d'évoquer le Mali dans la perspective de la présidentielle. Le second tour sera sous haute tension. Nous accueillons Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs. Jeff Le Prince voulait se prononcer sur le débat sur l'abstention, enfin les consignes de vote. Oui, je partage l'avis du confrère partiellement, en ce sens que c'est vrai que là-bas, il y a limitation de mandat. 2 fois, ça ne veut pas dire forcément qu'on doit faire le jeu politique pour laisser Ibeka. En réalité, c'est le peuple qui doit sanctionner Ibeka s'il ne fait pas bien. Et le jeu politique est joué. Donc, tout de suite dire que c'est la raison fondamentale ou bien dire que c'est ce qui fait que l'opposition est en train d'observer Ibeka. C'est vrai que si c'est, il faut toujours... ce n'est pas facile de participer à une élection présidentielle. Le carnet d'adresse de quelqu'un qui participe à une élection présidentielle, peut-être c'est une manière de se préparer pour les prochaines élections. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire tout de suite que c'est parce que l'opposition se sent ou bien se dit que Ibeka est à son dernier mandat, donc donnons-lui la chance. Soit le peuple dit Ibeka a bien fait, nous lui donnons encore cette chance de faire son dernier mandat, soit il n'a pas bien fait et le peuple le sanctionne. Donc je pense que c'est le jeu politique qui se joue dans les couloirs, c'est ce que nous sommes en train d'observer, c'est ce que je voulais ajouter au confrère. Mais Abel, quand on a été 24 candidats, c'est-à-dire 23 contre Ibeka, et qu'on a fait campagne contre le bilan du président en exercice, naturellement, on soutient l'adversaire de ce président-là. Oui, c'est justement ce que je disais. Et puis, j'ai constaté que mon frère n'a pas véritablement compris le fond de ma pensée. Je ne disais pas que l'opposition, en fait, cette frange de l'opposition, c'est-à-dire le 3e et le 4e, était dans une logique de laisser Ibeka avoir un second mandat. Mais ils sont dans des calculs comme les hommes politiques. Parce qu'ils se disent, si on soutient, j'avais déjà parlé de l'histoire politique récente d'ailleurs du Mali, sous la 3e République, on voit que les présidents sont réélus avec un large score. Et déjà, dès le premier tour, le peuple fait son choix, c'est ce que j'avais dit. Et donc, ils ont constaté également que le peuple a encore une fois fait son choix et que l'écart entre Ibeka et Soumaïla Cissé semble être creusé une fois pour de bon. Ça ne sert à rien, surtout quand on est de l'opposition, de soutenir la partie perdante. Encore que l'édition prochaine, en fait, dans 5 ans, les jeux seront beaucoup plus ouverts que cette fois-ci. On l'avait dit sur ce même plateau quand on demandait s'il y avait un favori pour cette élection. Et je disais, naturellement, il y a un président sortant. Donc, on ne peut qu'avoir un favori, notamment le président sortant. Donc, en l'espèce, je comprends cette opposition qui rechigne à soutenir un des leurs, tout simplement parce que le soutenu pour certains serait se suicider, tout simplement. Alors, Germain, pour ce second tour-là, il n'y a pas match? Non, il n'y a pas match, mais c'est déjà une bonne chose qu'il y a eu un second tour. Je crois que pour le candidat Cissé, c'est déjà une bonne chose, parce que c'est un exploit. C'est une reddition donc de 2013, avec, comme il le disait, un écart assez important et il n'y a pas assez de ralliements qui pourront permettre à Cissé d'opérer un miracle comme ce fut le cas en Guinée avec Cellou Dalein Diallo. Quand même d'avoir contraint Ibeka à un second tour, on dit que c'est une première au Mali. Oui, c'est une première. C'est vrai quand on voit déjà 24 candidats. Si on était dans un scrutin à un tour, Ibeka sortait au premier tour, mais comme c'est 2 tours, c'est assez difficile quand toutes les composantes sont derrière des candidats. De franchir la barre de 50% plus une voix, c'est assez difficile. Mais je pense aussi qu'il y a des problèmes qui n'ont pas permis que Ibeka sorte à ce premier tour. Il y a la tentative de révision donc, de la Constitution aussi, qui n'a pas été acceptée. Et puis c'est vrai aussi que avec une bonne partie du pays, avec plus de 700 bureaux de vote, donc qui n'ont pas pu connaître un processus électoral normal. Bon, on ne peut pas totalement dire s'il aurait pu faire mieux ou pas. Mais je crois que pour ce deuxième tour, il s'en sortira, et comme les uns et les autres l'ont fait observer. Mais c'est toujours bien et c'est à l'actif donc de la démocratie malienne. Oui, je pense que sur ce plateau, nous sommes
des leaders d'opinion, journalistes pour certains, juristes et politologues pour d'autres. Mais on doit aller au-delà de cette déclaration des hommes politiques. Je suis sûr que l'opposition malienne est dans des regrets. Et le fait de dire que c'est une réussite, c'est une victoire, nous avons contraint le président à aller au second tour, ce n'est juste qu'un discours politique. Dans la mesure où, mais quand on prend la Troisième République malienne, j'en reviens, il y a eu 92 où Alpha Omar Konaré a eu à battre son concurrent. En ce moment, il n'était pas président sortant. Mais il y a eu un second tour qui a été plutôt 5 ans après, en 97, il y a eu un boycott à la fois des présidentielles comme des législatives. En 2002, il y a eu naturellement de l'alternance et Konaré a présenté Amadou Touré et il y a eu en ce moment Soumaïla Cissé. Déjà, celui qui présente son deuxième tour aujourd'hui comme une victoire, il était déjà au deuxième tour en 2002. Il a devancé Ibeka qui était troisième, même si les deux, le premier avait eu 21,44 et que le second avait eu 21,14. Il avait déjà devancé l'autre et il était déjà au second tour. Mais après, c'est vrai qu'il y a eu ATT qui en 2007 a eu à devancer Ibeka dès le premier tour, à être élu au premier tour. Et aujourd'hui, si on assiste après 2013 à ce scénario, moi je ne crois pas que c'est une victoire d'une certaine opposition, encore moins de ce Soumaïla Cissé-là qui avait mieux fait en 2002 que ce qu'il a fait aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas c'est juste un discours politique, peut-être pour endormir ses militants. Jeff Le Presse. Non, vous savez, je ne peux pas dire que Cissé a mieux fait en 2002 qu'en 2018. Vous savez, la politique évolue. Ce que Soumaïla Cissé était en 2002, ce qu'il disait comme discours, ce qu'il tenait comme discours, il y a eu évolution. La population aussi a grandi. Les esprits sont ouverts maintenant. Donc, à un moment, si on comprend que le monsieur dont on faisait confiance, à un moment, ce n'est plus le cas par rapport à ces situations, la manière dont il pose les actes, mais on peut le sanctionner dans les urnes. Cela ne veut pas dire tout de suite que dans les prochaines élections, c'est-à-dire dans 5 ans, il ne peut plus faire de score. Ça lui permettra de voir ce qu'il n'a pas pu faire cette année ou bien à cette élection, de se préparer pour les prochaines élections. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a échoué, quelqu'un qui a mieux fait en 2002 et qui n'évolue pas, je ne pense pas que c'est un examen. Nous sommes en politique. Et quand 10 personnes arrivent à leur accorder leur voix en 2002 et qu'à 7 personnes accordent la voix en 2018, ça veut dire que quelque part, il a posé de mauvais pas et que les gens veulent le sanctionner. Maintenant, quitte à lui de se ressaisir, de mieux se préparer pour mieux sauter pour peut-être en 2023. Oui, mais j'aurais aimé que nous soyons dans la philosophie politique. Autrement, je serais d'accord avec mon ami. Mais il a dit qu'il a fait des mauvais pas qui l'ont fait reculer. Ça veut dire qu'il n'a pas fait mieux que 2002. C'est ce que je disais. Et puis quand nous sommes en Sciences Po, c'est la méthode du behaviorisme. C'est-à-dire ce sont les faits. C'est un peu comme dans le journalisme. Ce sont des faits. Et quand on prend les faits, est-ce que en termes de pourcentage, en termes de suffrage recueilli, il a fait mieux qu'en 2002? C'est non. Donc le reste, ce n'est que de la philosophie, si son discours a changé ou pas. Les faits sont sacrés, comme on le dira. Alors, on va passer à la Côte d'Ivoire. Après plusieurs mois de tensions croissantes, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a mis fin à son alliance avec le parti du président Alassane Ouattara, faisant éclater la coalition au pouvoir depuis 2010. Cette rupture marque une recomposition du paysage politique ivoirien, selon le politologue Sylvain Nguessan. Pardon, déjà en pleine effervescence avec l'amnistie et la libération mercredi de Simone Gbagbo. Germain Pouli, que Henri Konan Bédié se décide à divorcer, c'était prévisible un peu. Oui, c'était prévisible et on sait un peu comment Ouattara donc, a eu la demanda. Mais il y a eu donc ce RHTP qui a été créé, et il y a eu cet appel d'Aukro où certains disent qu'il fallait soutenir le candidat qui était bien placé au premier tour, alors que d'autres interprètent cet accord comme si il fallait donc laisser un parti aller à la prochaine élection, donc le candidat renvoie l'ascenseur. Et donc il y a eu cette interprétation qui n'a pas permis donc à ces deux grands poids lourds là qui ont permis, outre
le combat militaire, donc de pousser un peu à la sortie Laurent Gbagbo donc à l'élection. Mais ce mariage n'a pas beaucoup fonctionné, donc en interne il y a eu beaucoup de problèmes. Peut-être on parlera du cas Soro également au sein du RDR. Et l'élection présidentielle approche. Ouattara place ses pions, il s'est déjà déclaré non candidat. Et il demande à Bédié donc de favoriser l'émergence d'une classe plus jeune. Et puis, il a envie de phagocyter un peu tous ces partis-là, ces petits partis en plus du PDCI, qui ont accompagné le RDR donc à la conquête du pouvoir, donc en faire le RHDP unifié. Et ce que Bédié donc n'a pas voulu accepter. C'est de bonne guerre. Et je crois que finalement le divorce est consommé. Maintenant, on attendra à la prochaine élection pour voir si le RDR, en tout cas le nouveau RHDP, dont on s'en présentait peut-être avec les dissidents du PDCI, est-ce que il pourra, avec les gestes d'apaisement aussi, et puis probablement la renaissance du FPI, est-ce que ce RHDP-là pourra tenir aussi facilement et avec quel candidat, et surtout que Guillaume Soro aussi est là en embuscade, donc on attendra vraiment de voir. Alors, Jeff Le Prince, est-ce qu'il faut dire que Ouattara n'a pas réussi son pari d'unifier les oufouettistes? Oui, c'est vrai qu'il n'a pas réussi son pari parce que Ouattara a eu à affronter beaucoup de difficultés. Vous savez, en politique, parfois c'est des paroles démagogiques, vous faites des promesses, mais quand vous arrivez au pouvoir, il y a des difficultés, il y a des blocages. Et là, il s'est confronté à beaucoup de difficultés. C'est vrai, vous le constaterez ces derniers jours avec ces actes qu'il est en train de poser pour pouvoir se rattraper. Et comme Germain l'a dit tout à l'heure, il s'est déclaré non candidat, il ne veut pas aller aux élections. Qu'est-ce que je peux faire quand même pour garantir par la grande porte? C'est-à-dire, je ne veux pas être citoyen ivoirien après président de la République, m'être bousculé dans mon propre pays. Donc, il voulait tout de suite se rattraper, mais est-ce que c'est le moment de le faire? Je pense qu'il n'a pas su gagner le pari, il a perdu du temps et voilà que maintenant il est en face d'une situation qui ne le permet pas de pouvoir sortir devant cette situation. À Belkoussa, ou c'est plutôt Henri Konan Bédié qui a été dû? Il faut dire que ce qui se passe en Côte d'Ivoire ne devrait pas être surprenant. C'est la norme. Et si tout était bien passé, ça allait être l'exception en politique. Au fond, en politique, c'est un peu le devoir de l'ingratitude parfois. Malheureusement, je n'ai pas dit que la politique doit être dépouillée de morale, de bon sens, mais je parle encore une fois de ce qui est et non de ce qui doit être. Et donc, on remarque très rapidement que ce RHDP, c'est vrai que ce n'était pas un parti au sens juridique du terme, mais est né en mai 2005 à Paris, et donc le rassemblement des oufouettistes. Et le but, en ce moment, c'était de faire partir Gbagbo du pouvoir. Et une fois que Laurent Gbagbo n'est plus là, l'ennemi autour duquel on fédérait n'est plus. Mieux, cet ennemi a été durablement affaibli. Et on a vu Simone jeter en prison, on a vu beaucoup de choses qui ont été faites, qui font que, naturellement, sur la scène politique, il ne restait plus que ces deux alliés-là pour conquérir le pouvoir. Et naturellement, Bédié, qui déjà fut président et à qui on ne peut pas refuser le droit de vouloir redevenir président, a pensé que, au sens de l'accord, puisque jusqu'à présent, il ne le démontre pas. Il n'a pas montré un test, mais ce fut un accord quand même. Il n'a pas montré un test pour dire, voilà, tel article stipule ou dispose que, voilà, après ces deux mandats, voilà, il doit avoir... Ça n'a pas été dit. Donc, il estime qu'après, il lui revient, ou il revient à un membre de sa famille politique d'être porté au pouvoir. Ce que l'autre ne veut pas faire, parce que, naturellement, s'il y a union, il a accepté parce que c'était à son avantage. Ouattara a accepté l'union si facilement parce que c'était à son avantage. Et aujourd'hui, le problème se pose. Moi, je pense que
si on lui prend garde, les jours à venir seront sombres dans ce pays, dans la mesure où, si vous voyez le communiqué même que Bédié a signé, et qui signifiait, ou le communiqué pour m'amuser, portant divorce avec le parti présidentiel, le RDR, vous verrez que il parle déjà d'un mouvement, pour ne pas dire d'une plateforme, pour utiliser son expression, d'une plateforme qui sera respectueuse des droits et également aura pour souci la réunification, ou disons la réconciliation, voilà le mot qu'il a employé, la réconciliation de ces citoyens. On y voit déjà un clin d'œil au parti de, voilà, au FPI de Laurent Gbagbo et de tout ce qui s'est passé. Mais il faut dire également que le président Bédié a été pris de court par la libération de Simone Gbagbo et consorts. Et donc, naturellement, le jeu politique ou la scène politique est encore bouleversée. Les cartes peuvent être très facilement redistribuées, mais il me semble que c'est trop tôt pour qu'on s'y penche dessus. Alors, Germain, est-ce que fondamentalement, en libérant Simone Gbagbo, c'est la réaction que Ouattara attendait du PDC, ou peut-être pour lui, je libère Simone, j'envoie un message au PDC lui disant tu as intérêt à rejoindre l'Union? Non, je crois qu'il y a beaucoup de calculs depuis que Ouattara, d'abord dans un premier temps, après la révision de la Constitution, il y a 2 ans, a ouvert un boulevard pour un 3e mandat. Et puis après, donc, les tentatives d'écarter Guillaume Soro, d'abord de la présidente de l'Assemblée, d'abord en créant le poste de vice-président avec la nouvelle constitution, et puis en tentant donc d'imposer un nouveau président de l'Assemblée nationale. Et puis les mutineries qui s'en sont suivies. Vous rappelez que Guillaume Soro avait dit qu'il irait voir Laurent Gbagbo. Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, Gbagbo est un peu dans la situation, le FPI, dans la situation dans laquelle était le PDCI. Au moment où le FPI et le RDR étaient vraiment les principales formations qui prétendaient donc à la magistrature suprême, il a fallu que Bédié démocratiquement se rallie, même si cette élection est organisée par l'ONU, on ne saurait dire finalement si elle a été transparente ou pas, mais en tout cas, démocratiquement, on pourrait dire que c'est cette alliance-là qui a permis donc d'arriver au pouvoir. Aujourd'hui, le PDC et le FPI même divisés constituent quand même cette force-là, et chacun a tendance à aller vers ce parti-là. Donc, Soro a annoncé les couleurs. Et Ouattara a compris aussi que s'il ne faisait rien, malgré le processus de réconciliation, malgré tous ses efforts sur le plan économique et social, il a compris que ça ne suffira pas. Donc, pour qu'il passe, ou pour qu'il fasse passer quelqu'un, un de ses dauphins, donc lui aussi utilise la même stratégie. Donc, vous verrez que tous ceux qui aspirent à arriver au pouvoir font un clin d'œil au FPI d'une manière ou d'une autre, à commencer par Guillaume Soro. Aujourd'hui, après c'est Ouattara, avec cette libération. Maintenant c'est Henri Konan Bédié qui adresse également. Donc on comprend que c'est quand même une force, même si elle est affaiblie, même s'il y a eu beaucoup d'aigris, beaucoup de déceptions au sein de cette formation politique, là, elle reste quand même la cheville ouvrière là. Le parti charnière, comme on a l'habitude de le dire, qui peut faire balancer les choses d'un côté ou d'un autre. Donc, stratégiquement, je crois que Ouattara n'a fait que suivre ce que Soro avait déjà lancé il y a quelque temps. Il l'a vite compris. Et il sait aussi, il n'y a pas que les Ivoiriens qui sont attachés à la libération de Gbagbo et autres, c'est toute l'Afrique. Aujourd'hui, on a vu un peu toute la contestation envers la CPI. Et donc, les gens ne sont même plus d'accord. Ce n'est pas seulement les Ivoiriens, mais c'est presque tous les pays présidents africains, et même étrangers comme la Russie et tout ça qui ne supportent pas cela. Et donc, il était obligé de faire un peu ce geste-là. Et comme le disait Jeff aussi, pour préparer sa sortie, mais en même temps il fait un calcul, il espère quand même que l'un de ses dauphins pourra lui succéder et pour mieux lui garantir sa sécurité après son départ du pouvoir. Alors, Jeff, mais est-ce qu'on n'est pas quand même là dans un jeu assez machiavélique où on a une alliance qui a chassé un et puis après il suffit qu'on libère la femme de celui-là pour que cette alliance vole en éclats et puis qu'on cherche à courtiser à nouveau ce parti qu'on a contribué à chasser il y a 10 ans, enfin presque 10 ans. Vous savez, le politique souvent est dans un calcul personnel que vous ne pouvez pas comprendre.
Et Dieu ne nous donne pas la chance de lire ce que nous avons sur notre cœur si nous sommes en face d'un ami. L'ami a fait un développement tout à l'heure que je partage totalement. C'est-à-dire que le gars, à un moment, il avait besoin des gens pour pouvoir chasser quelqu'un. Et là, ce regroupement, comme on l'a dit tout à l'heure, en France, a vu le jour, mais justement pour faire mal peut-être à Gbagbo. Mais à un moment, si Bédié a compris que le jeu ne marchait plus, mais Ouattara se trouve seul. Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour pouvoir faire la main de la politique de la main tendue à un autre regroupement pour ne pas me retrouver seul? Alors tout de suite, je libère Simone Gbagbo pour dire, enfin, la guerre est terminée, la querelle est finie, on peut être ensemble. Au même moment, Bédié est en train de faire un autre calcul qui dit, nous consommons le divorce et nous constaterons pour voir ce que cela peut donner. Donc aujourd'hui, je crains beaucoup pour la Côte d'Ivoire parce que la situation qui est en train de se présenter, Gbagbo qui est au niveau de la CPI, sa femme qui est libérée, et je suivais tout à l'heure, il paraît que sa femme voulait saisir la CPI par rapport à un dossier, ou bien, je ne sais pas si c'est la libération de son mari, ou bien il paraît que son juge voulait faire une réclamation par rapport à la situation pour qu'on la laisse carrément de toutes les affaires qui l'incombaient. Donc ça veut dire qu'il y a un problème que nous ne pouvons pas comprendre. Mais l'essentiel aujourd'hui, il faut tout faire pour sauver la Côte d'Ivoire. Parce que ces divisions ne pourront pas permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir évoluer. Et les réalisations qui ont été faites par Alassane Ouattara, je pense que c'est pour le bien de toute la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est la continuité de l'État. Même s'il n'est plus président, il faudrait que quelqu'un qui veut venir au pouvoir vienne d'une manière apaisée pour continuer l'œuvre que le monsieur a fait. Et je le dis, il voulait se garantir une vie après la présidence. Donc, et vivre paisiblement dans son propre pays. Abel, est-ce qu'il y a quand même des conséquences juridiques de ce divorce-là? Oh non, il n'y a pas de conséquences juridiques, il y a véritablement... Toutes les élections qu'on a gagnées ensemble, enfin toutes les régions qu'on gouverne ensemble, est-ce qu'il n'y a pas... Non, là c'est politique parce que le droit n'a pas reconnu cette union. C'était une union politique. Un peu, si on revient au Togo, un peu comme le CST, ou aujourd'hui la C14, le droit ne reconnaît pas cette union-là. C'est politique, ça n'a pas de fondement juridique. Et donc, si c'est qu'il y avait un fondement juridique, on se rappelle encore de la création de l'ANC, du départ des députés de l'UFC, là, ça pose véritablement un problème. Mais si ce n'est que politique, il n'y a pas de problème. Et parlant politique, moi, je pense que c'est le président actuel, Alassane Ouattara, est dans des calculs politiques. Quand vous voyez la libération, d'abord, il avait fait une déclaration. Peut-être qu'il ne l'avait pas fait. Enfin, je suis presque persuadé qu'il ne l'avait pas fait en pensant à Simone Gbagbo. Mais il disait que plus jamais la Côte d'Ivoire ne va plus envoyer un de ses fils à la CPI. Il l'avait dit. Et il y a 2 ou 3 ans, je crois, il l'avait dit. Et donc, ce qui fait que s'il doit tenir parole, même à la libération de Simone, puisque Simone est aussi réclamé par la CPI. Donc, il ne devait plus transférer Simone à la CPI. Il l'a libéré en connaissance de cause. Mais mieux, il y a une autre chose. Il y a le ministre qui a fait une sortie, et je crois que c'est le ministre de l'Intérieur, non, pas Bakayoko, le ministre de l'Intérieur c'est Bakayoko. Il y a un ministre ivoirien, à la Défense. À la Défense, voilà, c'est le ministre de l'Intérieur, justement, qui a fait une déclaration en affirmant que Simone peut revenir en politique si elle veut. Et mieux, on a annoncé le dégel de ses avoirs. Et ça veut dire qu'au fond, on prive dans un premier temps l'ami Bédié d'un argument politique. Bédié peut dire, écoutez, les militants du FPI, si vous voulez plutôt la libération de vos anciens patrons, entre griffes, il faut me libérer. Parce que, quoi qu'on dise aujourd'hui, Pascal Amphi-Guessant ne représente pas véritablement le FPI. Donc, si vous voulez qu'on les libère, votez pour moi. Et quand je serai président, je vais les libérer. Ça, c'est un. Secondo, le fait que le FPI, je l'avais dit tantôt, n'ait pas de leader, ça peut apporter le FPI à vouloir soutenir la candidature de Bédié, pour qu'on puisse, justement, au nom de cette promesse, libérer leur ancien leader. Et là,
en libérant ou en dégelant les avoirs plutôt de ces responsables, on leur permet d'avoir des moyens de faire également de la politique, c'est-à-dire d'être au premier plan. Parce que nous ne nous leurrons pas, la politique c'est avant tout voilà, une question de moyens. Et donc Ouattara est totalement dans un jeu politique, et même si on parle de réconciliation, c'est vrai, mais ce n'est pas en 2018 qu'il a su tout ce qu'il faut réconcilier les Ivoiriens. C'est parce que il y a déjà eu un problème, déjà le 12 avril passé, où il y a eu le congrès du RHDP. Oui. Voilà, on a vu la position voilà, du PDCI, et il a compris très vite, il n'est pas dupe, que Bédié n'est pas dans cette logique d'union, du parti unifié tout simplement. Germain Pouli, comme quoi les accords politiques n'engagent que ceux qui y croient. Oui, mais la politique, c'est un peu ça. Et comme il le disait, il n'y a pas de fondement juridique. Maintenant, c'est la parole donnée. Et la parole d'un politicien, elle s'envole assez rapidement. Et on oublie très vite dès qu'on a le résultat qu'on veut. Et donc, c'est un peu dans cette situation se retrouve la Côte d'Ivoire. Et les effets de la guerre, de cette guerre-là, qui n'aurait pas dû se dérouler sur cette terre-là, après l'héritage laissé justement par Houphouët-Boigny. Je pense que ça, on n'en devait pas en arriver là, mais ils ont poussé assez loin les choses, et puis ben voilà. Et il y a eu assez de mercato, comme on dit là-bas en Côte d'Ivoire. On a vu un peu comment ce rôle aussi a joué entre Gbagbo et Ouattara entre-temps. Et maintenant qu'il estimait que c'est son heure de gloire, donc les cartes sont redistribuées avec la libération donc, de Simone Gbagbo. Et on espère véritablement que tout ça va permettre à apaiser davantage donc, la Côte d'Ivoire. On va marquer la pause. Et permettre c'est aussi... l'heure du journal, Germain. On marque la pause pour suivre le journal.